hystériques, les tarés, toutes les exclus du grand marché à la bonne neuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle à changer d'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes, qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé, on n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, jouissent en 4 lignes et aiment tout le sexe. La figure de la loseuse de la féminité n'est plus que sympathique, elle est essentielle. L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens esthétiques, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je n'ai jamais croisé, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours lu. Pas un jour sans lecture depuis mes 7 ans au CP. Et même avant que je lisais déjà. Je piquais les Picsou de ma sœur et je faisais semblant de lire. J'inventais ce qu'il y avait dans mes bulles. Quelques mois plus tard, la lecture acquise, je repris dans son intégralité la bibliothèque de Picsou de ma sœur, capable dorénavant de comprendre ce qu'auparavant je ne pouvais qu'imaginer. Je me sentais toute puissante. À moi les princes et les chevaliers, les gueux et les rebelles. Et plus tard, à moi l'amour et la violence, la guerre et l'extermination. À moi la Russie prussienne, l'Angleterre victorienne, la France vichiste. À moi l'érosion des sentiments, le crime passionnel, la douleur de l'enfantement. J'ai lu avant de vivre. Et plus tard, quand je me suis trouvée en présence d'événements similaires à ceux rencontrés lors de mes lectures, j'ai souvent eu cette impression étrange de déjà-vu. Les livres m'aident à vivre, et ceci est dit sans métaphore aucune. Ils m'aident à vivre et ils m'aident à travailler également. Et je ne cesse au quotidien d'établir des connexions et d'imaginer des fables entre les artistes que j'invite et les livres que je lis, de concevoir mes expositions comme des contes à chuchoter aux oreilles du public. J'aime à dire d'ailleurs, non sans une certaine coquetterie, qu'au terme de commissaire d'exposition, je préfère celui de conteuse. Dans le cadre de cette invitation de Bruno Penado à monter sur la scène de l'Hacienda, j'ai donc décidé aujourd'hui de vous parler de littérature, et non pas d'art. Je voudrais partager avec vous des extraits de textes que j'ai lus, certains récemment, d'autres il y a fort longtemps. Je voudrais vous parler
des voix qui parlent en moi, qui m'habitent et me constituent. Comme si, pour trouver ma voix, il m'avait d'abord fallu me laisser posséder par celle des autres, comme si je devais lire le monde avant de pouvoir l'écrire. Je voudrais enfin vous parler de leurs auteurs et de cette intimité qui se crée entre deux personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront jamais, et qui partagent ensemble pourtant quelque chose d'essentiel, que je serais bien en peine de nommer, mais qui ne cesse de me bouleverser. Évidemment, la liste des extraits que je vais vous lire aujourd'hui est la liste du jour. Cette liste serait complètement différente si elle devait être faite la semaine prochaine ou si j'avais dû la faire il y a 1 ou 10 ans. Cette liste s'imprègne donc du contexte de cette invitation, de l'exposition de Bruno Pénadeau. Il sera ici largement question d'engagement, d'émancipation, de la construction de soi et de ses alter-ego maléfiques, l'asservissement, le stéréotype et la norme. Le fil conducteur de cette sélection pourrait se résumer par cette citation du philosophe français Gilles Deleuze, qui pourrait d'ailleurs constituer pour moi une assez jolie définition de l'art au sens large. Il dit « Il s'agit toujours de libérer la vie là où elle est pionnière ». Le texte que vous venez d'entendre, extrait des pages 6, 7 et 8 du livre de Virginie Despentes, King Kong Theory, me semble un parfait exemple d'une écriture qui renouvelle avec beaucoup de rage, d'humour et de liberté la question de l'émancipation de la femme. Prolétaire, ex-prostituée, junkie, alcoolique, c'est peu dire que je partage a priori peu de choses avec Virginie Despentes. Et pourtant, elle occupe une place très particulière dans mon cœur de lectrice. Voilà quelqu'un qui n'a pas peur, de rien, jamais, qui ne se protège pas, ni de sa colère saine, ni du regard de l'autre, ni des conventions. Elle s'invente au jour le jour, Virginie Despentes, au gré de ses livres et de ses expériences de vie. Elle le dit d'ailleurs dans l'extrait que vous avez entendu. Être Virginie Despentes me paraît être une affaire particulièrement intéressante à mener. Et par ricochet, c'est toutes nos vies qui deviennent des affaires particulièrement intéressantes à mener. Si pour faire un mauvais jeu de mots, je disais qu'on ne naît pas féministe, mais qu'on le devient, pour réinterpréter les mots de Simone de Beauvoir, je crois pouvoir dire que je suis devenue féministe avec Virginie Despentes. King Kong Theory, c'est un essai théorique dans lequel Despentes utilise sa propre autobiographie, plus que chaotique, pour étayer son propos et interroger de manière frontale, engagée, positivement incarnée, la sexualité féminine, le rapport des femmes au désir et la manière dont elles peuvent être prisonnières de ce désir. Et face à cela, la liberté de Despentes, une liberté rock'n'roll, intense et je m'en foutiste à la fois. Une liberté qu'elle prend, mais qu'elle donne aussi à ses lecteurs. Virginie Despentes, c'est quelqu'un qui autorise, qui m'a autorisé, qui nous autorise, par sa langue, par sa générosité aussi, à dire « voilà qui je suis ». Et cette femme qui prend la parole, dans un contexte où on ne lui donne pas d'emblée, m'a donné envie de vous parler de Valère Novarina. Car chez Novarina, comme chez Despentes, la parole est un acte qui engage celui qui parle. Valère Novarina, c'est un auteur de théâtre, essayiste, peintre, poète et metteur en scène franco-suisse, né en 1947. À cette liste, j'ajouterai anarchiste. Dire que Novarina est un amoureux du langage est un doux euphémisme. Ses textes sont écrits pour être lus. C'est un théâtre de la parole. C'est d'ailleurs un des auteurs contemporains les plus joués sur les scènes françaises. Pour Novarina, la lecture est un combat, une danse. Il réinvente aussi bien le langage que la manière de le recevoir. Ces personnages ne cessent de définir ce qu'est le langage et l'usage qu'ils en font, en posant des questions, en affirmant, en contestant, en commentant. Novarina veut faire entendre aux spectateurs que le langage n'est pas qu'une suite de mots,
mais un des fondements de notre vivre ensemble, dans lequel nous devons nous reconnaître sous peine d'éclatement, de crise et d'effondrement. On rit aussi beaucoup chez lui. Il s'agit de redonner du corps à une langue figée par la communication, la publicité, les discours des politiques ou ceux des médias. Et c'est le sens du texte que je vais vous lire maintenant. Il est extrait de Devant la parole, écrit en 1999 et édité chez Paul. Parler n'est pas communiquer. Parler n'est pas s'échanger et troquer des idées, des objets. Parler n'est pas s'exprimer, désigner, tendre une tête bavarde vers les choses, doubler le monde d'un écho, du nombre parlé. Parler, c'est d'abord ouvrir la bouche et attaquer le monde avec, savoir mordre. Le monde est par nous troué, mis à l'envers, changé en parlant. Tout ce qui prétend être là comme du réel apparent, nous pouvons l'enlever en parlant. Les mots ne viennent pas montrer des choses, leur laisser la place, les remercier poliment d'être là, mais d'abord les briser et les renverser. La langue est le fouet de l'air, disait Alcuin. Elle est aussi le fouet du monde qu'elle désigne. Les mots ont toujours été ennemis des choses, et il y a une lutte depuis toujours entre la parole et les idoles. La parole est apparue un jour comme un trou dans le monde, fait par la bouche humaine. Et la pensée d'abord comme un creux, comme un coup de vide porté dans la matière. Notre parole est un trou dans le monde, et notre bouche comme un appel d'air qui creuse un vide, et un renversement dans la création. Les cris des bêtes désignent, le mot humain nie. Les choses que nous parlons, c'est pour les délivrer de la matière morte. La parole n'est pas un commentaire, une ombre du réel, le monnayage du monde en mots, mais quelque chose venu dans le monde comme pour nous en arracher. La parole ne double pas le monde de mots, mais jette quelque chose à terre. Elle brise, elle renverse. Celle qui brise, celle qui renverse. Il n'y a de civilisation que fondée sur la parole, c'est-à-dire sur un renversement des images, sur des idoles renversées et détruites, et sur un monde creusé par les mots. Les écrivains qu'on relit à tous les âges de la vie, en se disant qu'on ne les a jamais assez lus, en découvrant à chaque fois une nouvelle porte d'entrée, c'est assez rare. Et pour moi, William Faulkner en fait définitivement partie. Il est même au sommet de cette enthousiasmante pyramide. Faulkner, auteur américain né en 1887 et mort en 1962, est un écrivain qui ne vous aide pas beaucoup en tant que lecteur. Le bruit et la fureur, certes, mais la sueur et les larmes aussi quand vous le lisez. Pas de narration en ordre, des points de vue multiples et enchevêtrés. Une difficulté constante à savoir qui parle, un éclatement du temps au profit d'un tourbillon incessant qui ne cesse de mêler le présent et le passé. Sartre disait de lui « Les livres de Faulkner font penser à des voyages en avion remplis de trous d'air ». Mais cette difficulté passée, à la manière de ces randonneurs qui réussissent à gravir un col particulièrement ardu, le paysage est à couper le souffle. Et Faulkner s'insinue alors dans votre mémoire, sans plus jamais la quitter. J'avais très envie de vous lire un extrait de Sanctuaire, écrit en 1931. Un roman définitivement dans mon top 5 des plus grands livres de tous les temps. Mais étrangement, ma bibliothèque l'a avalé. Vous connaissez peut-être ce phénomène mystérieux. Les bibliothèques avalent des livres. Tous les lecteurs vous le diront. Et bien sûr, il s'agit la plupart du temps des livres qui vous sont le plus chers. Car c'est bien connu, la bibliothèque est une amie perfide. Bref, je ne vous lirai pas d'extrait de Sanctuaire, mais un extrait du Bruit et la fureur, particulièrement ardu à lire, notamment par son absence totale de ponctuation,
qui rend la lecture à voix haute comme à voix basse difficile, comme si on était en apnée et que l'oxygène nous manquait. C'est un rapport à la langue puissant mais également très pertinent, dans la mesure où la langue épouse, incarne littéralement ce que vivent les personnages, soit une plongée sans oxygène dans le monde du mal. Dans Le bruit et la fureur, comme dans le Sanctuaire, les personnages chez Faulkner sont frappés par la fatalité, englués dans des événements tragiques dont ils ne peuvent qu'être les spectateurs impuissants et ou consentants. Un tout petit peu d'indulgence pour cette lecture. Une minute, elle resta là. L'instant d'après, il hurlait, la tirait par sa robe. Ils sont entrés dans le vestibule, ont monté l'escalier, hurlant, la poussant dans l'escalier jusqu'à la porte de la salle de bain. Et ils se sont arrêtés. Elle avait le dos contre la porte et le bras sur la figure, hurlant, s'efforçant de la pousser dans la salle de bain. Quand elle est venue dîner, Tépé le faisait manger. Il recommença à pleurnicher, d'abord. Puis quand elle le toucha, il se mit à hurler. Elle était là, debout, les yeux comme des rats aux abois. Puis je me suis élancée dans les ténèbres grises. Il y avait une odeur de pluie, tous les parfums des fleurs épars dans l'air humide et chaud, et la petite scie des grillons qui s'éteignaient dans l'herbe m'accompagnait d'îlots de silence mouvant. Nancy me regardait par-dessus la barrière tachetée, comme un couvre-pied harlequin pendu sur une corde à linge. J'ai pensé, ce sacré nègre a encore oublié de lui donner à manger. J'ai descendu la pente en courant, dans ce vide des grillons, comme un souffle qui passe sur un miroir. Elle était étendue en l'eau, la tête sur la langue de sable. L'eau coulait autour d'elle. Il y avait sur l'eau un peu plus de lumière. Sa jupe, à demi transpercée, battait contre ses flancs, au mouvement des eaux rides, pesantes, qui s'en allaient sans but, renouvelées elles-mêmes par leur propre mouvement. Debout sur la rive, je pouvais respirer l'odeur du chèvrefeuille sur l'eau dans la ravine. L'air semblait n'être qu'une bruine de chèvrefeuille. De grincement, des grillons, substance perceptible à la chair. Est-ce que Benji pleure toujours? Je ne sais pas, oui, je ne sais pas, pauvre Benji. Je m'assis sur la rive, l'herbe était un peu humide. Ensuite, je constatai que mes souliers étaient mouillés. Sors de cette eau, tu es folle. Mais elle ne bougea pas. Son visage faisait une tache blanche qui se détachait sur l'imprécis du sable grâce au cadre de ses cheveux. Allons, sors. Elle s'assit d'abord, puis se leva. Sa robe battait contre elle, s'égouttait. Elle grimpa sur la rive dans sa jupe battante et s'assit. Pourquoi ne les sors-tu pas? Tu as envie de prendre froid. Oui. L'eau aspirait, gargouillait autour de la langue de sable. Et plus loin dans le noir, parmi les saules, à l'endroit du gué, l'eau ondoyait, comme un limbeau d'étoffe, retenant encore un peu de lumière, comme l'eau sait le faire. Il a traversé toutes les mers, tout autour du monde. Puis elle me parla de lui, les mains croisés sur ses genoux mouillés, le visage renversé dans la lumière grise, l'odeur du chèvrefeuille. Il y avait de la lumière dans la chambre de maman et dans celle de Benji, où Tépé le mettait au lit. Est-ce que tu l'aimes? Sa main avança, je ne bougeais pas, elle descendait le long de mon bras et elle posait ma main à plat sur sa poitrine, là où le cœur battait. Non, non. Comme je vous le disais, à travers toute son œuvre, Faulkner se livre à une radiographie du mal, et à 30 ans de distance, passant de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, cette radiographie du mal est aussi à l'œuvre dans les romans de Roberto Bolaño, dont je vais vous parler maintenant. Roberto Bolaño est un écrivain chilien, né en 1953 et mort en 2003, dont l'œuvre monstre, intrigante, traversée de part en part par l'histoire chaotique de son pays, nous parvient en France quasiment de manière posthume, tant les maisons d'édition françaises ont tardé à lire son œuvre et à la faire traduire. Nocturne du Chili, dont je vais vous lire un extrait, met en scène un prêtre, critique littéraire et poète chilien, qui tente,
sur son lit de mort, de se défendre des accusations d'un mystérieux jeune homme aux cheveux blancs. Et des accusations, il y a quelques raisons d'en faire. Prêtre libertin, marxiste qui se vend à Pinochet, qui le fascine, complaisance face à la torture, fascination face au pouvoir, à travers ce personnage complexe, érudit, séduisant et inquiétant. Bolaño nous fait traverser des décennies d'histoire mouvementée du Chili, vue par le prisme de sa caste intellectuelle, et des relations troubles que les écrivains, les artistes et les poètes peuvent entretenir avec le pouvoir en temps de dictature. Dans ce livre, comme d'ailleurs dans toute son œuvre, une même question le hante. Que peut l'art face aux ténèbres? Je vous lis les dernières pages de ce livre envoûtant qui apporte à cette question une réponse guère réconfortante. Au cours de l'enterrement, pendant que nous parcourions les rues qui étaient pareilles à des réfrigérateurs, je demandai où se trouvait Farewell. Dans le cercueil, me répondirent des jeunes gens qui étaient devant. Imbécile, dis-je. Mais les jeunes gens n'étaient plus là, ils avaient disparu. Maintenant, c'est moi le malade. Mon lit tournoie sur un fleuve aux eaux rapides. Si les eaux étaient agitées, je saurais que la mort est proche. Mais les eaux ne sont que rapides, ce qui me fait encore espérer. Il y a longtemps que le jeune homme aux cheveux blancs garde le silence. Il ne se répand plus en imprécations contre moi ou contre les écrivains. Existe-t-il une solution? C'est ainsi que se fait la littérature au Chili. C'est ainsi que se fait la grande littérature. Enfonce-le-toi bien dans la tête, lui dis-je. Le jeune homme aux cheveux blancs, ce qui reste de lui, remue les lèvres, articulant un nom inaudible. Ma force mentale l'a arrêté. Ou peut-être est-ce l'histoire. On ne peut pas grand-chose tout seul contre l'histoire. Le jeune homme aux cheveux blancs a toujours été seul, et moi, j'ai toujours été avec l'histoire. Je m'appuie sur le coude et je le cherche. Je ne vois que mes livres, les murs de ma chambre à coucher, une fenêtre au milieu de la pénombre et de la clarté. Maintenant, je pourrais me lever de nouveau et recommencer ma vie, mes cours, mes comptes rendus critiques. J'aimerais commenter un livre de la nouvelle littérature française, mais les forces me manquent. Existe-t-il une solution? Je croise parfois des paysans qui parlent en une autre langue. Je les arrête. Je leur pose des questions sur les travaux agricoles. Ils me disent qu'ils ne travaillent pas au champ. Ils me disent que ce sont des ouvriers de Santiago ou des environs de Santiago et qu'ils n'ont jamais travaillé au champ. Existe-t-il une solution? Parfois la terre tremble. L'épicentre du tremblement de terre se trouve au nord ou au sud. Mais moi, j'écoute la terre trembler. Parfois, j'ai le vertige. Parfois, le tremblement dure plus que d'habitude et les gens se mettent dans l'embrasure des portes ou sous les escaliers ou sortent en courant dans la rue. Existe-t-il une solution? Je vois les gens courir dans les rues. Je vois les gens entrer dans le métro et dans les ciné. Je vois les gens acheter le journal. Et parfois, la terre tremble et un instant tout s'arrête. Alors je me demande, où est le jeune homme aux cheveux blancs? Pourquoi est-il parti? Et peu à peu, la vérité commence à remonter comme un cadavre. Un cadavre qui remonte du fond de la mer ou du fond d'un ravin. Je vois son ombre qui remonte, son ombre vacillante. Son ombre qui remonte comme si elle grimpait une colline d'une planète fossilisée. Alors, dans la pénombre de ma maladie, je vois son visage féroce, son doux visage, et je me demande, suis-je le jeune homme aux cheveux blancs? Est-ce là la véritable, la grande terreur, être le jeune homme aux cheveux blancs qui crie sans que personne ne l'écoute? Et que le pauvre jeune homme aux cheveux blancs, ce soit moi? Et alors, à une vitesse vertigineuse, défilent les visages que j'ai admirés, les visages que j'ai aimés, haïs, enviés, méprisés, les visages que j'ai protégés, ceux que j'ai attaqués,
les visages de ceux dont je me suis défendue, les visages que j'ai cherchés vainement. Et ensuite, se déchaîne une tempête de merde. Du Chili aux États-Unis, de Bolaño à John Giorno, deux hommes au crépuscule de leur vie, furieusement libres, qui se penchent sur leur passé, sans nostalgie, avec fougue et passion pour le moment présent. John Giorno, c'est un poète américain, une figure importante de la contre-culture, amant et muse en son temps de Andy Warhol, Allen Ginsberg, Williams Burroughs, Jasper Jones, et dont la prose enflammée, nerveuse, essentielle, s'est un peu perdue dans les plis de l'histoire, jusqu'à ce qu'un autre artiste plasticien célèbre, Hugo Rondinone, lui rende un vibrant hommage au Palais de Tokyo l'année dernière, un centre d'art à Paris. Un poème d'amour dont le titre de l'expo en résume les enjeux, I Love John Giorno. Et comment ne pas l'aimer en effet, ce témoin d'une époque des 60s aux États-Unis, où une communauté d'activistes politiques, de poètes, d'artistes, de musiciens ont travaillé ensemble à créer et à diffuser une contre-culture américaine moderne. Il dépoussière la poésie, John Giorno. Il édite des disques. Il conçoit un programme de poésie que le public peut consulter par téléphone. Dial a poem. Quand Giorno participe à une soirée de poésie avec son compère Williams Burroughs, il n'est pas rare que 2000 personnes se déplacent. Époque bénie où le poète est aimé, respecté et écouté comme une rockstar. Il faudrait l'avoir entendu en live au moins une fois avant de lire ses poèmes. Ces poèmes sont de véritables danses sur place. Le texte engage tout le corps. Et je m'excuse par avance de la pauvreté de mon incarnation à venir, car son phrasé, la façon dont le texte est scandé, mérite l'expérience live, que vous pouvez d'ailleurs visionner sur YouTube. L'extrait que je vais vous lire introduisait en vidéo l'exposition au Palais de Tokyo. Cette exposition opérait une bouleversante mise en abîme d'un homme de 80 ans, John Giorno, qui se retourne sur sa vie et qui s'interroge avec beaucoup d'élégance sur ce que c'est une vie, de quoi elle est faite, quelles sont les influences qui la constituent, quelles sont les voix qui parlent à travers une vie. Et tout cela vu par les yeux d'un homme de 50 ans qu'il aime, Hugo Rondinone. Dans le poème que je vais vous lire, Giorno opère une symbiose assez étrange entre contre-culture américaine et bouddhisme zen, dont Giorno est un des éminents représentants aux États-Unis et qu'il a contribué à faire connaître, et qui donc, de par ces deux influences, fait un parallèle constant entre émancipation spirituelle et émancipation sexuelle, en l'occurrence homosexuelle. Ce poème s'intitule « Thanks for nothing », merci pour rien. Le poème intégral étant malheureusement trop long pour ce format, je ne vais vous lire que des extraits, et je vous lis malheureusement en français et non en anglais, mon anglais parlé n'étant pas à la hauteur de la situation. Je vous invite donc à acheter ce très beau livre, édité par le Palais de Tokyo. Je veux remercier tout le monde pour tout, et en gage de ma gratitude, je veux vous offrir en retour toutes mes bonnes et mauvaises habitudes, comme des joyaux magnifiques et inestimables, des gemmes porte-bonheur accomplissant tous vos besoins et tous vos souhaits. Merci, 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 merci. Que toutes les drogues que j'ai prises puissent revenir et vous défoncer. Que chaque verre de vodka et de vin que j'ai bu puisse revenir pour que vous vous sentiez bien, pour apaiser vos terminaisons nerveuses, pour permettre à la clarté naturelle de votre esprit de s'émanciper.
Que tous les suicides puissent être des chants d'aspiration. Merci pour les mauvaises nouvelles qui sont toujours vraies. Que tout le chocolat que j'ai mangé puisse revenir pour parcourir votre flux sanguin et vous rendre heureux. Merci pour me laisser être un poète, un noble effort, voué à l'échec, mais le seul choix. Je veux vous remercier pour votre gentillesse et votre estime. Merci de faire des éloges. Merci pour les applaudissements assourdissants. Je veux vous remercier de tout prendre à votre profit et de ne rien donner en retour. Vous n'avez jamais fait que servir vos intérêts. Merci d'exploiter mon ego énorme et de faire de moi une vedette pour votre profit. Merci de ne jamais m'avoir payé. Merci pour toutes les saloperies. Merci d'être pingre et vulgaire et de me rire au nez. Je suis heureux que vous m'ayez volé. Je suis heureux que vous ayez menti. Je suis heureux que vous m'ayez aidé. Thank you, grazie. Merci beaucoup. Puissiez-vous fumer un joint avec William et passer un moment intime avec son esprit, plus profond que tous les livres qu'il a écrits. Je remercie énormément tous mes amants, des hommes magnifiques au brillant esprit, de grands artistes. Bob, Jasper, Hugo. Puissent-ils venir ici pour vous faire l'amour, et que tous mes autres amants innombrables, d'une sexualité totalement grandiose, innombrables amants, d'une sensualité fabuleuse et sans limite, innombrables amants, d'une sensualité fabuleuse et sans limite, à l'âge d'or de la promiscuité, puissent-ils tous venir ici pour vous faire l'amour si vous le voulez. Que chacun d'eux vous prenne dans ses bras, rassasiant votre cœur de plaisir, rassasiant votre cœur de plaisir, rassasiant votre cœur de plaisir, rassasiant votre cœur de plaisir. 20 milliards d'années plus tôt, dans la soupe de sagesse primordiale, au-delà de l'entendement et de l'indescriptible, quelque chose sans substance se déplaça avec lenteur et devint quelque chose d'imperceptible. Se déplaça encore et devint quelque chose d'invisible. Se déplaça encore et produisit une particule et des particules. Se déplaça encore et devint un quark. Encore et devint des quarks. Se déplaça encore et devint des protons et des neutrons et les 12 dimensions de l'espace. De minuscules boules de feu d'énergie primordiale, des fragments lancés d'avant en arrière, dans un jeu de lutte entre les particules, diffusant une lumière électromagnétique et allant vite, 40 millions de fois par seconde. Là où le caillou a touché l'eau, c'est là que les ennuis ont commencé. Quelque chose sans substance est devenu substantiel. Pourquoi cela est-il arrivé? Parce que quelque chose sans substance avait la sensation de manquer de quelque chose, de ne pas l'obtenir, n'allez pas l'obtenir, ne pas l'obtenir, ne pas l'obtenir, imperceptiblement, n'ayant rien, quand il n'y avait rien à avoir, accédant à une notion de réalité, depuis le potentiel primordialement infini jusqu'à la réalité du temps présent, 20 milliards d'années plus tard, m'avait produit. Nous avait donné naissance à moi et à mon esprit avide. Nous avait fait, vous et moi, et mon esprit avide. Amérique, merci pour le manque d'égard. Je l'ai fait sans toi. Célébrons la justice poétique. Toi et moi n'avons jamais existé, jamais tenté de faire quoi que ce soit, et jamais réussi. Je veux te remercier pour m'avoir présenté aux yeux de l'esprit mis à nu. Merci pour rien. Je voudrais, après vous avoir lu différents extraits de textes d'auteurs que j'ai découverts, pour certains il y a quelques mois, pour d'autres, disons, ces 10 dernières années, vous parler d'un des grands chocs de mon adolescence qu'il me semble intéressant d'évoquer ici, dans le rapport très complexe et parfois ambigu qu'il entretient avec la notion de liberté individuelle et comment elle peut s'articuler avec la liberté collective, à savoir Albert Camus.
Albert Camus, né en 1913 en Algérie, mort en 1960. Auteur classique s'il en est, étudié dans tous les lycées de France, et dont nous avons tous au moins un jour feuilleté une page, ne serait-ce que sous la pression de notre professeur de français. Il a longtemps été dit que Camus était un auteur de l'absurde, et L'étranger, dont je vais vous lire un extrait, en est un bon exemple. Mais chez Camus, et c'est ce qui le rend passionnant à mon sens, ce sentiment de l'absurdité de nos existences va de pair avec un engagement dans la vie et un sentiment de révolte que Camus ne cessera au cours de sa vie de vivre, au risque parfois de s'attirer de nombreux problèmes. Certains, sans doute, connaissent ses engagements pendant la guerre d'Algérie et, disons, les ennuis que parfois ça lui a occasionné. Pour Camus, la vie est absurde, par essence, puisque la mort est au bout du chemin. Il avait d'ailleurs coutume de dire que la seule vraie question philosophique qui vaille consiste à se demander tous les matins pourquoi on ne se tire pas une balle dans la tête avant la fin de la journée. Mais chez Camus, le fait même de prendre conscience de l'existence de l'absurde est un commencement en soi, et non une fin. Dès lors, il faut vivre intensément l'instant présent. Cette conquête du présent est pour lui la seule éternité qui soit à notre portée. C'est par la lucidité, par cette conscience de l'absurde, que la vraie vie se révèle. Une fois ce stade atteint, la seule voie qui s'ouvre est celle de la révolte. Et c'est bien là tout le sens de l'histoire de Meursault, le personnage principal dans L'étranger. Un homme étranger au monde, indifférent aux autres et à lui-même. Le roman commence avec la mort de sa mère, qui n'a pas l'air de l'affecter outre mesure. Vous savez, il y a cette fameuse phrase qu'on apprend dans tous les livres scolaires, qui est la première phrase du livre. « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. » L'histoire se poursuit avec le meurtre par Meursault d'un arabe lors d'une rixe qui tourne mal. Meursault se fait incarcérer, tout le système judiciaire se met en marche et tente de trouver une raison à cet acte. Et cette raison paraît a priori toute trouvée. On est en pleine guerre d'Algérie. Meursault a tué par idéologie. Cette raison-là peut lui sauver la vie, peut lui gagner l'indulgence des autorités françaises. Mais il la refuse. Il refuse les mots et préfère le silence. Il refuse les explications trop courtes, trop simples, pour épouser la vie dans toute sa complexité et son mystère. Et c'est au fond de sa cellule, proche de sa mise à mort, que Meursault se sent délivré. Il n'y a pas de sens à la vie que la vie elle-même. L'extrait que je vous lis se situe au tout début de son incarcération et de sa rencontre avec son avocat, qui tente de comprendre, d'expliquer et s'oppose au refus passif de Meursault. Il a voulu savoir si j'avais choisi un avocat. J'ai reconnu que non, et je l'ai questionné pour savoir s'il était absolument nécessaire d'en avoir un. Pourquoi, a-t-il dit? J'ai répondu que je trouvais mon affaire très simple. Il a souri en disant « C'est un avis. Pourtant, la loi est là. Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. » J'ai trouvé qu'il était très commode que la justice se chargeât de ces détails. Je le lui ai dit. Il m'a approuvé et a conclu que la loi était bien faite. Le lendemain, un avocat est venu me voir à la prison. Il était petit et rond, assez jeune, les cheveux soigneusement collés. Malgré la chaleur, j'étais en manche de chemise, il avait un costume sombre, un col cassé et une cravate bizarre à grosses raies noires et blanches. Il a posé sur mon lit la serviette qu'il portait sous le bras, s'est présenté et m'a dit qu'il avait étudié mon dossier. Mon affaire était délicate, mais il ne doutait pas du succès si je lui faisais confiance. Je l'ai remercié et il m'a dit « Entrons dans le vif du sujet. »
Il s'est assis sur le lit et m'a expliqué qu'on avait pris des renseignements sur ma vie privée. On avait su que ma mère était morte récemment à l'asile. On avait alors fait une enquête à Marengo. Les instructeurs avaient appris que j'avais fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de maman. Vous comprenez, m'a dit mon avocat. Cela me gêne un peu de vous demander cela, mais c'est très important. Et ce sera un gros argument pour l'accusation, si je ne trouve rien à répondre. Il voulait que je l'aide. Il m'a demandé si j'avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m'a beaucoup étonnée, et il me semblait que j'aurais été très gênée si j'avais eu à la poser. J'ai répondu cependant que j'avais un peu perdu l'habitude de m'interroger et qu'il m'était difficile de le renseigner. Sans doute, j'aimais bien maman, mais ça ne voulait rien dire. Tous les êtres sains avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu'ils aimaient. Ici, l'avocat m'a coupé et a paru très agité. Il m'a fait promettre de ne pas dire cela à l'audience, ni chez le magistrat instructeur. Cependant, je lui ai expliqué que j'avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient souvent mes sentiments. Le jour où j'avais enterré maman, j'étais très fatiguée et j'avais sommeil. De sorte que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. Ce que je pouvais dire à coup sûr, c'est que j'aurais préféré que maman ne mourût pas. Mais mon avocat n'avait pas l'air content. Il m'a dit « Ceci n'est pas assez ». Il a réfléchi. Il m'a demandé s'il pouvait dire que ce jour-là, j'avais dominé mes sentiments naturels. Je lui ai dit non, parce que c'est faux. Il m'a regardé d'une façon bizarre, comme si je lui inspirais un peu de dégoût. Il m'a dit, presque méchamment, que dans tous les cas, le directeur et le personnel de l'asile seraient entendus comme témoins, et que cela pouvait me jouer un très sale tour. Je lui ai fait remarquer que cette histoire n'avait pas de rapport avec mon affaire, mais il m'a répondu seulement qu'il était visible que je n'avais jamais eu de rapport avec la justice. Il est parti avec un air fâché. J'aurais voulu le retenir, lui expliquer que je désirais sa sympathie. Non pour être mieux défendu, mais, si je puis dire, naturellement. Surtout, je voyais que je le mettais mal à l'aise. Il ne me comprenait pas et il m'en voulait un peu. J'avais le désir de lui affirmer que j'étais comme tout le monde, absolument comme tout le monde. Mais tout cela, au fond, n'avait pas grande utilité et j'y ai renoncé par paresse. J'avais envie de vous lire un peu de philosophie à présent, pour vous faire entendre la voix singulière et extravagante d'une grande philosophe américaine actuelle qui s'appelle Donna Haraway. Donna Haraway, c'est une philosophe née en 1944 qui a une double formation en biologie-zoologie et en philosophie, ce qui déjà en soi constitue une forme d'anormalité dans le système très normé de l'université. C'est une philosophe féministe, spécialiste de ce qu'on a appelé les gender studies. Elle est professeure émérite en histoire des consciences féministes de l'université de Santa Cruz en Californie. Donna Haraway est surtout connue pour son recueil de textes, le Manifeste Cyborg, dont je vais vous lire un extrait, et qui est une anthologie de textes écrits entre 1985 et 1997, traduit en français en 2007. La métaphore du cyborg, c'est-à-dire un sujet qui est moitié homme, moitié machine, lui permet de déconstruire certains attendus, clichés et lieux communs qui ont tendance, dans les sciences comme en philosophie, à dissocier l'objet du sujet, la nature de la culture, l'organique du machinique, le corps de l'esprit, l'homme de la femme. Haraway montre, à travers cette métaphore, que des choses qui semblent naturelles, comme le corps humain, ne l'est pas. Tout est construit par nos idées sur elle. Ce qui m'intéresse surtout chez elle, c'est qu'elle renouvelle complètement l'approche théorique et universitaire de la philosophie. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif dans son approche. Elle utilise la science-fiction, le faux journal intime, le point de vue des sciences dites dures et la création de mythes pour construire son propos philosophique. Sur YouTube, une mine d'or, vous pouvez trouver certains de ses cours, à la fois très sérieux, au sens de très exigeants intellectuellement, mais dans des vidéos loufoques où elle lit le National Geographic à un singe
dans un décor kitsch de savane, créé à partir d'imagerie de supermarché, et où en même temps qu'elle nous expose des théories extrêmement étayées, elle détricote une pelote de laine. Donna Haraway mobilise de façon singulière des récits. Elle sort du champ confiné de l'académie. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une intellectuelle qui rend palpable le fait que de nouvelles possibilités de vie et de pensée de vie existent. La science-fiction, pour elle, est essentielle, car elle lui permet de penser le monde tel qu'il n'est pas, d'outrepasser le réel. Elle parle de narration spéculative. Comment le récit permet de créer de nouveaux mondes, ou au moins de les penser, et que ces fictions peuvent irriguer et faire avancer les sciences dites dures, ce qui ne lui vaut pas évidemment que des amis dans le champ universitaire. Alors c'est assez compliqué de choisir un extrait d'un texte philosophique, puisqu'évidemment le déroulé de la pensée dans le temps et au fil des pages est crucial. Donc on va se tenter à cet exercice. Accrochez-vous. La fin du XXe siècle, notre époque, ce temps mythique est arrivé, et nous ne sommes que chimères, hybrides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués. En bref, des cyborgs. Le cyborg est notre ontologie, il définit notre politique. Le cyborg est une image condensée de l'imagination et de la réalité matérielle réunie. Et cette union structure toute possibilité de transformation historique. Dans la tradition occidentale des sciences et de la politique, tradition de la domination masculine, raciste et capitaliste, tradition du progrès, tradition de l'appropriation de la nature comme ressource pour les productions de la culture, tradition de la reproduction de soi par le regard des autres, la relation entre organisme et machine fut une guerre des frontières. Elle avait pour enjeu les territoires de la production, de la reproduction et de l'imagination. Ce livre est une plaidoirie, et pour le plaisir à prendre dans la confusion des frontières, et pour la responsabilité à assumer quant à leur construction. C'est aussi une tentative de contribution à la culture et à la théorie féministe socialiste sur un mode postmoderne, qui ne se réfère pas à la nature, dans la tradition utopiste d'un monde sans genre sexué, qui est peut-être un monde sans genèse et sans doute un monde sans fin. Le cyborg est résolument du côté de la partialité, de l'ironie, de l'intimité et de la perversité. Il est dans l'opposition, dans l'utopie, et il ne possède pas la moindre innocence. Nature et culture sont refaçonnées. L'une ne peut plus être la ressource que l'autre s'approprie et assimile. Contrairement au monstre de Frankenstein, le cyborg n'attend pas de son père qu'il le sauve en restaurant le jardin originel, c'est-à-dire en lui fabriquant une compagne hétérosexuelle, en faisant enfin de lui un tout fini, une cité, un cosmos. Les cyborgs ne sont pas respectueux, ils n'ont pas de souvenir du cosmos. Ils se méfient du holisme, mais ont besoin de connexion. Ils semblent avoir un penchant naturel pour la politique du front commun, mais sans troupe d'avant-garde. Je vais finir en vous parlant de Tim Ingold et vous lire un extrait de son livre « Marcher avec les dragons », qui a été écrit en 2013 et qui est édité par la maison d'édition Zone Sensible. Tim Ingold, dont certaines postures de travail et certains liens avec le monde universitaire ne sont pas très éloignés des postures de Donna Haraway, même si elles sont un peu moins extravagantes. Donc, Tim Ingold, c'est un anthropologue britannique, né en 1948. C'est un des théoriciens les plus importants de sa discipline. Et une des originalités de sa pensée, et qui du coup explique le lien avec Donna Haraway,
réside dans le fait qu'il abolit la distinction entre nature et culture qui fonde notre pensée occidentale. Ingold l'applique à l'anthropologie. Pour les Occidentaux, il y a la nature d'un côté, l'homme de l'autre, et la supériorité de l'homme sur la nature n'est plus approuvée, qui a créé la distinction d'ailleurs entre sciences naturelles et sciences humaines. Pour Ingold, l'homme n'est pas séparé du monde, il en est une composante et doit composer avec. C'est la raison pour laquelle on l'a désigné comme un des précurseurs de ce que l'on pourrait appeler l'anthropologie écologique. Pour Ingold, le monde est pensé dans sa relation à la matérialité. Rien ne distingue un chercheur d'un chasseur ou d'un menuisier, dès lors que tous font l'expérience du monde. Il s'oppose à une science prétendument objective, désengagée de l'objet de son étude et de son environnement. Philosopher avec ses pieds et ses mains autant qu'avec sa tête, au ras du monde. Voilà ce que serait son processus de travail, son écologie personnelle comme il le nomme lui-même. Je vais vous lire quelques lignes qui sont dans l'introduction de Marcher avec les dragons. Là aussi, c'est une anthologie de textes sur 20 ans. Cette introduction, elle ne relate pas son expérience d'anthropologue, mais je trouvais intéressant de finir en vous lisant ces quelques mots fulgurants, dans lesquels il nous parle de sa posture d'anthropologue. Il nous parle de ce lien entre le scientifique et l'objet de son étude, et au-delà de la construction de soi, et comment le soi peut s'engager dans le monde. On considère généralement l'anthropologie comme une discipline centrifuge qui envoie ceux qui la pratiquent sur des terrains aussi isolés et éloignés que possible afin qu'ils puissent faire l'expérience de modes de vie aussi différents des leurs que ce qu'ils pourraient espérer ou attendre à trouver. J'ai en revanche toujours eu le sentiment qu'il s'agissait du contraire. Depuis que je me suis lancée dans des études sur le sujet, l'anthropologie a été pour moi une manière de retrouver le chemin du retour à la maison. Au moment d'entreprendre ce cheminement, je ne pouvais pas m'appuyer sur la moindre fondation solide. Ce n'est pas comme si j'avais déjà su, avant même de prendre la route, tout ce qu'il était possible de savoir sur moi-même et sur la personne que j'allais devenir. Comme la plupart des apprentis anthropologues, je suis moi aussi partie pour une région assez lointaine afin d'y mener un travail de terrain qui impliqua, dans mon cas, un séjour prolongé parmi les Samskolt, à l'extrémité nord-est de la Finlande. À l'époque, cependant, je n'avais pratiquement aucune idée de qui j'étais, d'où je venais, et encore moins où j'allais. J'avais un nom et une adresse, un passeport, un parent proche à contacter en cas d'urgence. J'avais même un diplôme d'une université respectée et une bourse pour m'aider dans mes recherches. Mais la voix avec laquelle je parlais, la main avec laquelle j'écrivais, et même l'esprit avec lequel je pensais, ce n'était pas encore moi. Ce n'étaient que des habitudes ou des attitudes que j'avais, à un moment ou à un autre, cherché à imiter, ou que l'on m'avait incité à imiter. Au cours de ce séjour en Laponie, cependant, et à travers l'éducation morale qu'il m'offrit, je fis mes premiers pas hésitants sur le chemin du retour. La route fut longue et tortueuse. Je ne suis d'ailleurs pas encore arrivée, et je n'arriverai probablement jamais. Mais je suis désormais convaincue que c'est bel et bien ma voix qui parle, ma main qui écrit, et mon esprit qui pense. Et c'est avec ma voix, ma main et mon esprit que j'affirme à présent, voilà qui je suis. Je vous remercie.